Donc, vous êtes un peu autochtone, vous avez invité une aînée. Mais non, moi, je voudrais commencer en vous disant que vous êtes merveilleux. Vous avez tout amené les idées en émergence, les idées passées, les idées... On dit en histoire, l'histoire ne se répète pas, mais il y a des analogies. C'est vrai qu'il y a des analogies avec les problématiques qu'on a abordées à la Commission Jean et tout ça, mais vous avez toutes les bonnes affaires. Il s'agit maintenant d'essayer de voir comment on peut mettre ça ensemble. Une loi, une politique, quelque chose comme ça. Mais une chose que je dirais en commençant, ayant travaillé dans les gouvernements, ayant travaillé à l'UNESCO, tout ça, là, je ne sais pas si vous allez faire une espèce de rapport de ça, mais avec un nouveau gouvernement, moi, je vous dirais, envoyez ça au ministère de l'Éducation, envoyez ça au ministère de l'Immigration, envoyez ça au ministère de l'Emploi. Le pire qui va vous arriver, ça va être un accusé de réception. Mais faites un petit sommaire exécutif au début. Il peut arriver qu'un chef de cabinet, un attaché politique le lise, qu'il fasse un sommaire pour son ministre, puis qu'il dit, bien, il faut répondre à ça. Il faudrait créer, comme c'est un nouveau gouvernement, créer un sentiment d'urgence. Parce que souvent, on fait des colloques, moi je vais à des colloques, l'accès au droit, l'accès à ça, et on est comme en converti. On croit à ce qu'on fait, on essaie des choses et tout, mais ça reste là, ça ne va pas nulle part. Il faut faire l'éducation, non seulement des adultes, mais il faut faire l'éducation des ministres. Hein? Moi, j'ai travaillé avec 15 ministres. Bon, vous pouvez... Un ministre qui arrive, là, ça prend 1 an à comprendre à quelle place il est, là, en général, à comprendre les enjeux, à comprendre le plan d'affaires. Donc, c'est le bon temps pour envoyer quelque chose. Alors, même si c'était sommaire, envoyez quelque chose. Et moi, je suis sûre que vous allez, comme je vous disais, une accusé de réception, mais peut-être un petit peu plus que ça. L'autre chose qui est bien aussi, je sais que dans les groupes de femmes, on avait essayé de faire ça dans les années 70-80, c'est d'essayer d'inviter des ministres. Des fois, ils viennent, des fois, ils ne viennent pas. Mais s'ils viennent, ils vont essayer d'avoir l'air intelligent. Ils vont dire de quoi ils parlent, ce monde-là. Donc, ça donne une chance de les éduquer, encore une fois. Ça, c'est très important, même s'ils ne restent pas tout le temps là, de la présentation. Je trouve que c'est important. Par exemple, à l'UNESCO, quand on a fait... j'ai présidé le comité qui a fait la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, et on est allé au Mexique, on est allé en Iran, on est allé partout dans le monde présenter nos affaires. On traduisait ça dans la langue des gens, on faisait une plénière en général en anglais, mais tout le temps, ils ont invité des ministres. Et là, on s'est assis avec eux autres, on a répondu à des questions, donc il faut essayer de les embarquer. Moi, j'avais vu ça à la Commission Jean, je vais vous dire, honnêtement, les ministres qui étaient là, sauf Camille Lorrain, ils ne comprenaient rien à l'éducation des adultes. Pour eux autres, c'était des discours du soir pour se perfectionner, si on était avocat ou médecin, je ne sais pas quoi. Ils ne comprenaient pas ça. Et là, je trouve maintenant qu'on aurait pu encore faire plus d'efforts pour les éduquer. Une fois, j'ai dit ça dans une conférence, éduquer les politiques, puis il y en a un qui était là, qui s'est levé. C'est quoi ça, éduquer? On est éduqués. Vous êtes éduqués à l'école, machin, là, à l'université, mais vous n'êtes pas éduqués dans les problématiques rattachées à ce dont on discute, que ce soit la santé, que ce soit autre chose. Un autre élément que j'aimerais faire, suite à une intervention ce matin de monsieur qui est au fond, là, la marginalisation intellectuelle. Moi, je trouve, c'est rare qu'on va trouver ce mot-là dans une politique, mais je trouve que c'est tellement important. Moi, j'ai 4 enfants, 8 petits-enfants, qui sont dans toutes sortes de places, qui ont décroché, qui ont raccroché, qui font des choses. La marginalisation intellectuelle, c'est vraiment important. Je prends l'exemple de mon petit-fils, qui a tendance, lui, à dire qu'il n'est pas bon. Moi, je dis, non, il faut toujours que tu dises que tu es le meilleur. Puis, alors, il a suivi, comme je l'ai dit hier, je le répète, un programme avec Emploi Québec, et d'initiation au travail, quelque chose comme ça. On lui a fait faire des entrevues pour avoir un emploi. Puis il dit, là, Michel, là, j'ai appris à dire que j'étais bon. J'ai dit, il faut que tu dises, je suis le meilleur pour votre job. Puis là, mais, tu sais, la marginalisation intellectuelle, c'est vraiment important. Les gens... Moi, j'ai fait tellement d'affaires, là, je suis bien vieille. Là. Donc, dans un cégep, j'avais des infirmières à Bois-de-Boulogne. Puis à un moment donné, je trouvais, ils faisaient des stages, faisaient toutes sortes de choses. Puis je disais, écris-moi un article là, pour la revue pédagogique qui s'appelait L'aide pédagogique aux professeurs. Ah, bien, moi, madame, je ne suis pas capable d'écrire. Prends ta machine à écrire à l'époque, écris n'importe quoi, puis apporte-moi ça. Puis là, on réussissait en les aidant à dire, tu es capable de faire un article.
tous les programmes qu'on a fait pour les femmes, retour aux études, nouveau départ, second envol, tout ce que vous voulez, c'était toujours la même affaire. Les femmes disaient, on ne peut pas faire ça. Oui, oui, on va vous montrer comment faire. Vous êtes capable de le faire. Et il y a des femmes que je rencontre encore maintenant. Puis moi, suite à ce cours-là, j'ai commencé à travailler avec les commissions scolaires. Je suis retournée aux études. Donc, renforcer la perception que les gens ont d'eux-mêmes, c'est extrêmement important. C'est difficile à saisir capturer dans une politique, mais par certains mots, on peut le faire. En tout cas, ça, je voulais dire ça en commençant. Bon, parce qu'en éducation des adultes, moi, j'ai à peu près tout fait. Hein? Je suis retournée aux études avec 4 enfants qui avaient entre 1 an et 7 ans. Et j'ai vu, là, qu'il n'y avait pas de... Puis j'avais été journaliste à Québec pendant 3 ans. Il n'y avait pas d'accès, il n'y avait pas de reconnaissance des acquis. D'avoir des enfants, c'était un péché mortel. Tu n'aurais pas dû laisser les études. Puis, tu sais, il n'y avait rien à l'époque, là, dans les années 70. Et donc, c'est là que j'ai pris connaissance de l'éducation des adultes, puis qu'est-ce qu'il fallait faire, puis la reconnaissance des acquis. On avait un gros chapitre dans le rapport là-dessus. Enfin, j'ai travaillé avec des jeunes chômeurs, des personnes handicapées, formé des professeurs, comment enseigner aux adultes, travaillé avec Pauline Marois sur les fameux 3 programmes. Au fait, une petite chose que je voulais vous dire aussi. J'ai travaillé aussi avec les groupes de femmes, tout ça. Attention quand vous décidez qu'un programme n'est pas bon. Hein? Parce que les ministres, là, le ministre qui a réussi à avoir 1 500 000, je ne sais pas quoi, pour faire un programme, et ses collègues vont y dire « Personne n'aime ça, ton maudit programme. Ça vaut rien. On va prendre l'argent pour le mettre ailleurs. » Donc, il faut plutôt essayer de dire pourquoi vous ne l'aimez pas. Souvent, des jeunes, par exemple, disaient « Bien, les stages en milieu de travail, c'est pas bon. » Pourquoi c'est pas bon? Moi, je travaille dans un garage. Je vais y aller dans ton garage, voir ce que tu fais. Je suis allée. Puis, il faisait que mettre de l'huile dans le moteur. J'ai dit au chef, on va te l'enlever, là. Tu l'as pour rien. Ça prend un plan de stage. Donc, il faut toujours essayer de voir dans un programme, quand vous dites que vous ne l'aimez pas, essayez de savoir pourquoi vous ne l'aimez pas, puis de l'expliquer. Parce que ça, j'ai vu ça, moi, des fois, des gens disent... Quand on le coupe, le programme, ils viennent tous nous voir. Pourquoi vous coupez le programme? J'ai jamais entendu que vous l'aimiez, le programme, là. Donc, il faut penser comme ils pensent dans les ministères, de dire pourquoi vous n'aimez pas le programme. Oui, c'est une bonne idée, là, mais ça ne marche pas parce que. Ça, c'est très important. J'avais travaillé là-dessus, moi, avec des groupes quand j'étais à Ottawa, puis on avait commencé à regarder ça. Parce qu'il va être vite scrappé. Fait que c'est bon d'essayer de voir, est-ce que c'est l'idée qui est mauvaise ou la mise en œuvre qui est mal faite? Ça, c'est très important. Il y a une madame là-bas qui est bien d'accord. Bon, alors maintenant, je vais maintenant essayer de... Moi, ma façon d'apprentissage aussi, c'est d'écrire mes idées. Alors, je vais essayer de vous lire quelques pages. Vous m'arrêterez quand vous êtes tanné. Donc, avec tout ce qui s'est fait, parce qu'il s'est fait des choses... Il ne faut pas oublier que le 12 mai 1943 est passée la loi d'éducation obligatoire au Québec. 1943, là, ça fait pas longtemps, ça fait 75 ans, si je calcule bien, là. 75 ans en histoire, c'est rien, OK? Donc, il faut inscrire, comme certains l'ont dit, dans une perspective à court, moyen et long terme, ce qu'on fait. Il faut avoir une vision. Moi, je dis toujours, dans mon coffre d'outils, ça prend 2 choses, la vision et le cynisme. Il faut être capable tout le temps de questionner les problématiques et tout ça. Avec ça, tu peux faire pas mal de chemin. Mais il faut une vision. Il faut travailler. Quand tout le monde dit on ne peut pas le faire, il y en a-tu qui veulent le faire ici? Là? On le fait avec eux autres. On commence avec eux autres, puis après, on verra. Il y en a cachés en dessous. Tu sais, il y a 3 sortes de personnes dans les organisations. Hein? Il y a 3 sortes de personnes. Il y a des requins qui veulent le pouvoir, qui veulent tout prendre, qui vont dénoncer les autres, qui vont... Après ça, il y a des carpes qui se cachent en dessous de la table dès que tu veux changer quelque chose. Puis il y a des dauphins. Les dauphins, c'est des visionnaires. C'est des gens qui voient à long terme, qui regardent qu'est-ce qu'on peut faire avec la marge qu'on a et tout ça. Ça s'appelle, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est la stratégie du dauphin. Moi, j'ai souvent utilisé ça dans des conférences ou des choses, puis je demandais aux gens, c'est qui est un requin ici? Puis il y a des gens qui levaient la main. C'est qui est une carpe? C'est qui est... Mais non, c'est vrai. Il s'agit de savoir où est-ce qu'on est. Donc, pour moi, avec tout ce que j'ai fait, ça, je dirais que l'éducation des adultes,
pas aux adultes. Ça m'énerve, l'éducation aux adultes. Ça a l'air qu'on est là, puis on transmet quelque chose aux adultes. Moi, j'aime mieux l'éducation des adultes. C'était comme les besoins en main-d'œuvre, les besoins de la main-d'œuvre, c'est pas la même chose. Alors, je trouve que l'éducation des adultes, dans une perspective de formation continue, a été et est encore plus maintenant quelque chose d'essentiel, de vital dans notre société. Plus que jamais, la formation tout au long de la vie doit prendre son sens. Et nous ne sommes pas encore là. À la base, les principes et les valeurs qui avaient présidé au rapport, Jean, là, la participation, la démocratisation, le décloisonnement des formations, une continuité, on a parlé de ça ici, une continuité, une imbrication des différents aspects et lieux de formation sont toujours et encore plus que jamais nécessaires. La phrase qui débute la présentation de cette session-ci est très appropriée. L'avenir est fait des scénarios que l'on peut anticiper, mais aussi des aspirations que l'on porte et qui doivent guider nos actions. C'est marqué « et qui guident », mais moi je dis « qui doivent guider nos actions ». C'est très important, nos aspirations, puis d'essayer de les réaliser. C'est très important de toujours se dire que nous faisons partie de la solution, que nous pouvons changer des choses. Car il est évident que nous vivons ce que nous appelons en histoire une période d'accélération historique. Le monde change et change rapidement. La population vieillit. Les familles, comme vous l'avez bien dit, ne sont plus ce qu'elles étaient. Il y a pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. La technologie et le numérique modifient les professions et les métiers. Et l'intelligence artificielle, avec l'utilisation des algorithmes et des données massives, contribuera à faire disparaître des professions et des métiers et à en faire apparaître d'autres. Ce contexte lance un appel urgent à un renouvellement de la conception de l'éducation des adultes qui doit s'intégrer dans une perspective de formation tout au long de la vie. Je dis bien s'intégrer, afin que, de la naissance à la mort, tous les morceaux du puzzle tombent en place au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Vous avez ici décrit un paysage qui me semble encore très fragmenté et dont tous les morceaux semblent souvent être non connectés. Vous avez dit qu'il faut que les acteurs se parlent, se regroupent, fassent des demandes communes. Nous avions dit cela aussi au moment du rapport Jean, mais il me semble que c'est encore plus urgent. J'ai constaté ici que les frictions qu'il y avait au moment du rapport entre, par exemple, le ministère de l'Éducation et à l'époque les commissions de formation professionnelle et le ministère de l'Immigration sont encore présentes. On en a parlé à l'atelier où j'étais hier. Que les financements sont pour les projets et non pour des actions à long terme, que plusieurs clientèles sont défavorisées. Mais vous savez comment travailler ces questions. Vous avez réussi des expériences. C'est là-dessus qu'il faut construire. Nous faisons ici beaucoup de réformes, mais nous ne les évaluons souvent pas bien et nous recommençons. L'éducation repose encore trop souvent sur des efforts individuels et on blâme ceux qui décrochent parce qu'ils ne font pas les efforts qu'il faut. Mais c'est à la société, aux employeurs, aux décideurs d'élaborer conjointement les politiques adéquates et de les financer et de les mettre en œuvre de façon pertinente et de les évaluer. Il faut, à mon avis, développer une éducation des adultes tout au long de la vie, une éducation des adultes 2.0. Développer des modèles qui défient le concept traditionnel et linéaire éducation, travail, retraite. Il faut intégrer un cycle de vie de l'éducation conçu comme des allers et retours entre le travail, la vie familiale et la formation. Afin de sortir des clivages entre les générations et des perceptions négatives du vieillissement de la population, il faut mettre en place des outils qui vont permettre de surmonter ces obstacles. Certains l'ont dit. Plusieurs pays ont réussi, vous l'avez dit ici, ce passage comme les pays nordiques, l'Allemagne, la Finlande, pays que j'ai côtoyé à l'UNESCO à Paris, pays qui attachent une grande importance à la profession d'enseignant et qui travaillent en collaboration avec leurs syndicats, qui utilisent les périodes de ralentissement économique pour former et reformer leur main-d'œuvre. Il faut, je pense, comme il a été dit, revenir au concept de congé éducation. Ça peut prendre différentes formes. Ça peut être des congés pendant des semaines ou pendant des mois, pas besoin que ça soit un an, etc. Mais les profs d'université en ont des années sabbatiques. Pourquoi, on l'avait dit ça aussi, les travailleurs et travailleuses n'en ont pas? La résolution de problèmes dans des environnements technologiques est définie par l'OCDE comme l'utilisation des technologies numériques, des outils de communication et des réseaux pour acquérir et évaluer de l'information, communiquer avec les autres et accomplir des tâches pratiques. Toutes ces choses-là, intelligence artificielle, profilage,
moi, j'ai travaillé beaucoup en éthique. J'ai fait mon doctorat en bioéthique. Donc, on tend des aspects positifs et des aspects négatifs. Alors, c'est à nous de valoriser les aspects positifs. OK, il peut y avoir du profilage, mais on dit qu'il faut dépister les enfants quand ils sont jeunes. Bien, comment on va les dépister si on ne les dépiste pas? Je veux dire. Donc, il faut que ça serve d'une façon positive et pas négative pour étampler les gens puis mettre dans les classes à part et des choses comme ça. Donc, toutes ces avancées-là sont comme neutres. Ils peuvent prendre la couleur et les valeurs qu'on va leur donner. Ça, c'est important, plutôt que de dire non, ils vont continuer à se développer. Toujours selon l'OCDE, les pays qui ont réalisé d'importants progrès au regard des compétences de leur population au fil des générations sont ceux qui ont mis en œuvre des mesures incitant l'ensemble des individus à continuer de compétences en lecture, en numératie, dans le cadre privé ou professionnel, une fois la formation achevée. Lorsque les adultes, entre 45 et 65 ans, qu'on veut de plus en plus garder sur le marché du travail parce qu'ils ont des acquis, des savoir-faire, des savoir-être, lorsque ces adultes ont des souvenirs négatifs de leur année de scolarité, ça c'est vrai souvent, ils vont être moins enclins à participer à des activités de formation non formelles que les plus jeunes, notamment à des formations liées au travail. De plus, ce groupe d'âge est moins susceptible que les moins de 45 ans d'avoir déjà utilisé les nouvelles technologies dans leur vie, en dehors de leur emploi. À cause du vieillissement de la population, ces résultats soulèvent l'importance de s'intéresser aux conditions favorisant le maintien à long terme des compétences des adultes, notamment dans la perspective où l'on songe à reporter l'âge de la retraite. Au fait, j'avais donné un cours de méthode du travail intellectuel à la FEP, il y a longtemps, puis il y avait des syndicalistes qui suivaient ça parce qu'ils devenaient délégués syndicaux, je ne sais pas trop. Et j'arrive un soir, puis on dit « Madame, nous, on s'est inscrits à ce cours, puis on a payé pour des cahiers de notes, puis il ne reste plus de cahiers de notes. » J'ai dit « Ah bon, ça me fait beaucoup de peine. Il ne reste plus de cahiers de notes. Vous avez payé. Il ne reste plus de cahiers de notes. Vous êtes tous des syndicalistes, puis il ne reste plus de cahiers de notes, puis vous avez pleuré dans ma soupe. » La semaine d'après, ils sont arrivés, puis il y avait tous les cahiers dans les mains. Mais c'était la preuve qu'ils retrouvaient des attitudes d'écoliers. Ils ont dit qu'il n'y avait plus de cahiers de notes. Tu sais, t'as tous des gars costauds, là. Ils sont allés chercher les cahiers de notes, hein? Mais ça, c'est une caractéristique. Les gens redeviennent, hein? L'école, j'haïs ça, puis j'aime pas ça, puis tati, puis ils redeviennent comme ça. Alors, tout ça demande de la part de tous et toute une compréhension, une vision de l'éducation tout au long de la vie comme un investissement et non une dépense. Tout cela fait partie de la poursuite du bien commun, de la responsabilité sociale, de la solidarité de tous et toutes, non seulement des individus pris un par un, mais ça fait partie d'une distribution plus équitable des chances de la vie. Merci beaucoup.